Coucou, alors il n'y a pas longtemps je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te disais que je voulais te parler de tous les projets positifs que j'avais rencontrés sur mon voyage pour pouvoir te mettre en relation avec ces projets positifs. Il s'avère que quand j'étais en Inde, j'ai participé à un projet positif que j'ai trouvé exceptionnel et aujourd'hui je voudrais te parler de ça. Alors quand j'étais en Inde, je me suis retrouvée à côté d'Auroville. Si tu ne sais pas ce que c'est Auroville, Auroville en fait est une ville expérimentale qui a été créée il y a plus de 60 ans par des gens qui voulaient créer un espace dans lequel il n'y ait pas de nationalité. Une ville où les hommes et les femmes vivraient en paix, en harmonie, sans argent, avec des principes spirituels, au-delà de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité. Et en fait, dans Auroville, il y a plein de communautés, et il y a des gens heureux qui s'y arrivent. Dans Auroville, il y a plein de communautés qui existent, et en fait, ce sont des communautés expérimentales qui essayent de faire des choses bien, qui essayent de monter des projets, et qui essayent soit depuis quelques mois, soit depuis quelques années, soit depuis hyper longtemps. Et la communauté que j'ai rencontrée s'appelle Sadhana Forest. Alors Sadhana Forest est une communauté qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années par un mec qui s'appelle Aviram, qui est génial. Il a bâti cette communauté avec sa femme. Et les principes de cette communauté, c'est la reforestation, la gestion de l'eau et le véganisme. Alors comment je suis arrivée dans cette communauté? C'est simplement parce que j'étais avec le papa de Juliette Katz, tu sais, la blogueuse géniale qui fait Coucou les Girls. Et quand je lui ai parlé de mon idée d'aller dans le monde pour avoir des projets positifs, il m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre Aviram. Et donc il m'a amenée à Auroville. Et quand je suis arrivée à Auroville, je suis arrivée dans une immense forêt. Et je trouvais ça magnifique parce qu'en fait, Auroville est à 10 km de Pondichéry. Et Pondichéry est dans le Tamil Nadu, c'est une zone dans le sud-est de l'Inde. Et c'est une zone qui est vachement aride. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu cette forêt, je me suis dit, waouh, c'est magnifique, il y a plein d'arbres et tout. Et en fait, après, Aviram et le papa de Juliette m'ont expliqué que 10 ans en arrière, dans cette zone-là, il n'y avait plus d'arbres. Et qu'en fait, c'était tellement sec et tellement désertique que plus rien ne poussait. Et quand Aviram est arrivé à Auroville, 10 ans avant, bah, son challenge à lui, ça a été de dire bah, moi, je veux faire pousser des arbres ici. Je veux recréer une forêt. Et donc, toute cette communauté est basée sur le principe de reforestation. Sur comment est-ce qu'on peut faire pousser des arbres alors qu'il n'y a pas d'eau. Comment est-ce qu'on peut conserver de l'eau dans une zone qui est hyper aride et où il pleut très rarement tous les ans. Alors du coup, Sadhana Forest, c'est quoi concrètement? Sadhana Forest, c'est une grande communauté dans laquelle des gens du monde entier peuvent venir pour vivre ensemble, pour vivre une expérience de communauté et pour vivre surtout une expérience de reforestation, une expérience de permaculture, une expérience de véganisme et une expérience de gestion de l'eau. C'est une communauté dans laquelle les gens viennent pour apprendre, pour partager, pour vivre ensemble, pour être en paix et en harmonie. Moi, quand je suis arrivée là-bas, au début, j'ai été hyper impressionnée parce qu'en fait, je suis arrivée la nuit, j'étais toute seule avec mon sac à dos, il faisait très très chaud parce que la période où je suis arrivée, il faisait genre 48 degrés, ce qui n'est pas rien. Et je suis arrivée dans une grande salle immense où tout le monde était en train de manger dans le silence et j'ai pas eu besoin de parler. Je suis juste arrivée, on m'a donné une assiette, un plateau avec tout mon manger et on m'a donné un endroit où pouvoir m'asseoir et je suis allée m'asseoir avec les gens et j'ai expérimenté ce qu'était la vie en communauté, c'est-à-dire réellement vivre ensemble, tous en même temps. Et pour te donner l'exemple du repas, parce que c'était ma première expérience dans cette communauté, on était tous ensemble dans cette pièce, les gens parlaient tous anglais pour que chacun puisse se comprendre, parce qu'il y a toutes les nationalités, les gens parlaient doucement, mangeaient en pleine conscience, étaient ensemble, vivaient le moment ensemble, et on était dans une pièce ronde, ce qui fait que tout le monde pouvait partager des choses ensemble. Et il y avait juste une personne qui distribuait le manger, une personne qui distribuait de l'eau. Et chaque personne avait son rôle. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que ça voulait dire qu'être une communauté. Une communauté, c'est être ensemble à chaque instant. Et c'est ce que j'ai expérimenté à Sadhana Forest. Et en fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de qu'est-ce qu'est Sadhana Forest, qu'est-ce que fait Sadhana Forest et pourquoi ce projet est magnifique et pourquoi toi, si tu vas en Inde et si tu as envie d'être volontaire, ça peut être génial pour toi d'aller là-bas. Du coup, j'ai prévu de te faire deux vidéos. Pour la première vidéo, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, Titou, que tu connais déjà parce qu'on a fait une vidéo sur le véganisme ensemble, va t'expliquer quels sont les principes de Sadhana Forest, comment ça fonctionne au niveau de ce que je t'ai dit, la gestion de l'eau, le véganisme,
la permaculture, pour que tu comprennes quels sont les principes fondamentaux de cette communauté. Et dans une deuxième vidéo qui sortira dans quelques jours, ce sera plutôt une interview dans laquelle Titou va expliquer qu'est-ce que c'est véritablement qu'être volontaire à Sadhana Forest. Et mon but, c'est que si jamais tu as envie de participer à ce projet, si tu as envie d'expérimenter ce que c'est que la vie en communauté, ce que c'est que la vie en communauté en Inde, dans le Tamil Nadu spécialement, eh ben, tu aies les clés et tu aies les contacts pour pouvoir t'y rendre. Alors le premier concept de Sadhana Forest, c'est le véganisme. À Sadhana Forest, on ne consomme pas de produits animaux. C'est un principe de base qui est revendiqué par Aviram et qui est appliqué au quotidien. Et Titou va nous expliquer comment. En fait, sur chaque petit geste, on va économiser des quantités d'eau assez importantes. Mais il n'y a aucun geste qui économise plus d'eau que la façon de manger. Comme on peut le voir sur ce tableau, c'est la quantité d'eau qui est utilisée pour produire 1 kg de denrées alimentaires. On peut voir que si jamais on produit du chou, des patates ou des bananes, ça va nous coûter moins d'un millier de litres d'eau pour produire ça. Par contre, pour produire 1 kg de viande de vache, ça va coûter plus de 15 000 litres d'eau. Alors, pourquoi ça coûte aussi cher? Déjà, ce qu'il faut savoir, tous les chiffres que je vais sortir, ce sont des chiffres que vous pouvez aller vérifier par vous-même sur tous les sites gouvernementaux français officiels. Rien n'est inventé. Une vache, ça va consommer entre les 60 et les 120 litres d'eau par jour, selon si jamais c'est l'hiver ou l'été, selon si jamais elle est en période de lactation ou non. Donc déjà, ça fait une très grande quantité d'eau consommée, sachant qu'une vache va vivre entre 2 ans et 3 ans, selon quelle vache c'est, 5 ans si jamais c'est une vache laitière. Ça fait énormément d'eau consommée rien que pour la boisson. Donc une vache va consommer dans les 70 kg de fourrage par jour, selon si jamais c'est une vache de prairie ou si jamais c'est une vache industrielle, mais la quantité reste plus ou moins la même. Les quantités d'eau dévolues à cette nourriture ne sont pas les mêmes selon le type d'exploitation, mais ça reste kiff pareil. Pour pouvoir produire des végétaux, comme vous pouvez le voir, ça consiste à utiliser de l'eau. Si jamais, en admettant, les vaches ne mangent pas de patates, mais en admettant qu'elles mangent des patates, si jamais elles mangent 70 kg de patates, on se retrouve tout de suite avec un nombre astronomique de litres d'eau utilisés uniquement pour ça. Sachant qu'elles vont consommer du maïs, et le maïs c'est 232 litres par kilo, selon la région où on se trouve, forcément, plus ou moins. Donc voilà, le fait de consommer directement des végétaux, en fait, permet d'économiser des quantités d'eau absolument astronomiques. Lorsque vous consommez 200 g de viande de vache, c'est l'équivalent de 2 mois de douche moyenne française. Donc voilà, c'est très sympa d'économiser de l'eau quand on prend sa douche, mais c'est encore plus sympa d'économiser de l'eau quand on mange, sachant qu'on mange 3 fois par jour. C'est également le mode alimentaire qui est le plus forest friendly. On est dans un projet de reforestation. Pour pouvoir consommer des produits animaliers, il faut des terres arables qui sont utilisées pour cultiver la nourriture des animaux. Donc il faut déboiser. 80% de la déforestation au Brésil, c'est pour produire du soja, c'est pour produire du maïs, c'est pour avoir de l'espace pour les vaches. On veut être en cohérence avec ce qu'on fait. Et pour nous, il n'y a pas de cohérence à planter des arbres avec nos mains et à déforester à l'autre bout du monde avec nos bouches. La seconde chose terriblement importante à Sadhana Forest, c'est la reforestation. En fait, depuis 10 ans, comme je t'ai expliqué, Aviram et son équipe, donc qui était au début une petite équipe et qui maintenant est une grosse communauté, plantent des arbres. Et s'ils plantent des arbres, c'est pour plein de raisons. La première, c'est parce que planter des arbres, ça permet d'apporter de l'ombre. Et on est dans une zone aride où les gens n'ont pas d'ombre, les gens ont besoin d'ombre. La deuxième raison, c'est que planter des arbres, ça permet de ramener des animaux. Ça permet d'appeler la pluie. Ça permet d'avoir des fruits et des légumes. Et ça permet à tous les villages et aux villageois, aux alentours de la communauté, de nouveau vivre avec la nature qui était manquante depuis une dizaine d'années. Et ça permet surtout à tous les villageois qui vivent autour de pouvoir de nouveau cultiver des fruits et des légumes. Parce que la forêt permet de conserver l'eau, d'appeler l'eau, et cette eau est utilisée pour cultiver ce qui n'était pas possible avant la reforestation. Pour un petit point historique, on est arrivé ici en 2003, donc il y a 14 ans. Lorsque nous sommes arrivés, 99,99% de la forêt avait été totalement dévastée. La seule chose qui restait, c'était un petit sanctuaire avec 2-3 pauvres arbres dedans. Alors, ça a été dévasté par les Français et les Anglais qui ont utilisé le bois précieux qui se trouvait dans cette forêt, qui avait pas mal d'ébène notamment. Tout ça a été utilisé pour faire des meubles, pour faire des bijoux, pour faire ce genre de choses-là. Ensuite, après, ça a été transformé en l'exploitation forestière de noix de cajou. Ça a été utilisé pour planter des noix de cajou. Et après, on a utilisé ça pour faire paître les bêtes. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un sol totalement appauvri. Il n'y avait absolument plus rien capable de pousser dessus. Tout était stérile et dur comme ce sol ici présent. Là, nous sommes dans une partie de la forêt de Sadhana. Nous sommes dans la zone A, pour être précis.
Le fait est que c'est une zone particulièrement difficile à travailler pour diverses raisons. Le sol est très dur et très pauvre. Donc ici on a beaucoup de travail. Donc voilà pour la petite part. Ce que nous voulons faire ici, c'est replanter la forêt originale Tropical Dry Evergreen Forest. Donc c'est une forêt tropicale qui est sèche mais toujours verte, pour faire simple. C'est très particulier, ça ne se trouve quasiment que ici en fait, avec ce type de climat. Et c'est particulièrement dur à faire pousser. Il y a dans les 166 espèces d'arbres différentes. Donc on essaye de toutes réimplanter dans la forêt. On choisit les arbres que l'on plante selon différents critères. La première chose, on va planter dans les endroits particulièrement difficiles des arbres très résistants, les arbres qui ont besoin du moins d'eau possible et qui sont les plus balèzes, les plus autonomes. Une fois que eux sont en place, après qu'ils vont créer de l'ombre et qu'ils vont créer un sol poreux, un sol perméable pour l'eau, on va pouvoir implanter des espèces qui sont toujours locales, des espèces qui se trouvaient là lorsque nous sommes avant que la forêt ne soit déboisée. Et ensuite, après, on essaye d'étoffer et de varier la biodiversité de la forêt. Mais on commence par les arbres les plus résistants, les plus costauds. Et on va aussi avoir un type d'arbre extrêmement précis et c'est très intéressant, ce sont les arbres oxalogéniques. Ces arbres là ont une particularité, tous les arbres se nourrissent de carbone. Lorsque tu coupes un arbre et que tu le brûles, une grande partie de ce CO2 va être renvoyée dans l'atmosphère, ce qui est particulièrement dévastateur en période de dérèglement climatique. Ce type d'arbre, le Java Cotton Tree, a la particularité de stocker sous forme, c'est une espèce de pierre, une espèce de calcaire en fait, va stocker le CO2 sous forme de calcaire dans le sol. Ce qui fait que même si jamais tu coupes l'arbre, le CO2 reste stocké dans le sol. Ce qui fait qu'on essaie de planter beaucoup de ce type d'arbres, des arbres oxalogéniques, de façon à absorber le CO2 de l'atmosphère. On essaie vraiment de les mettre en avant. Donc là, un petit exemple de ce qu'on fait lorsque nous plantons des arbres. Juste planter des arbres au petit bonheur la chance, c'est pas efficace. Juste faire un trou, mettre un arbre dedans et espérer que ça pousse, ça marche pas. On a essayé, c'est ce qu'on a fait la première fois en arrivant ici. Et on avait un taux de survie d'environ 10%. Il y avait tout qui mourait. Donc on s'est très rapidement rendu compte que ça marchait pas. Ce qu'on a fait, on est passé sur un projet de conservation de l'eau. Si jamais tu veux avoir une forêt, si tu veux avoir n'importe quoi qui pousse, de toute façon, il faut de l'eau. Donc notre travail de conservation de l'eau servait à remonter le niveau des aquifères souterrains. On gagnait environ 1 mètre par an grâce à cette méthode. Ce qui fait que les arbres peuvent enfoncer leurs racines directement dans ces aquifères et s'abreuver sans intervention humaine. Le but d'une forêt, c'est d'être autonome. Si jamais une forêt a besoin d'une intervention humaine, c'est pas une forêt, c'est une exploitation forestière, ce qui est extrêmement différent. Par exemple, la forêt de Bornéo, qui est une des forêts les plus anciennes du monde, elle était là il y a des millions d'années. Si jamais on la touche pas et qu'on la laisse vivre, elle sera encore là dans des millions d'années. Si jamais tu prends la première exploitation de forêt de sapins que tu trouves, t'arrêtes de t'en occuper pendant un mois, il y a tout qui meurt. Donc le but du jeu pour nous, c'est de ne plus avoir à nous en occuper de cette forêt, pour pouvoir aller partir ailleurs et faire autre chose. Ce que j'ai trouvé génial dans ce projet, c'est qu'en fait, il y a plein de techniques hyper ingénieuses, hyper intéressantes par rapport à la reforestation. Et comme tu sais, il n'y a pas longtemps, moi j'étais à Madagascar et j'ai participé à un projet de reforestation avec Ecosia. Et c'était hyper intéressant de voir que finalement, c'était pas du tout la même manière de fonctionner, mais qu'au final, on arrive au même résultat. C'est-à-dire en 10 ans, recréer une nouvelle forêt. Vous pouvez voir ici une bouteille d'irrigation. C'est des bouteilles en plastique toutes bêtes avec au fond un tuyau et à travers le tuyau une corde en coton. Lorsque l'on remplit cette bouteille, la corde en coton va s'imbiber d'eau et la corde en coton se trouve juste sous les racines de l'arbre. En utilisant le mulch, en utilisant ça et en utilisant aussi d'autres techniques, on a atteint un taux de survie de 80 à 90%. Cette année, c'est particulièrement dur parce que nous n'avons pas eu de mousson. Nous n'avons eu que 5 jours de mousson sur 2 mois habituels, ce qui fait que toutes les récoltes, toutes les exploitations forestières, tous les champs sont dans un état catastrophique aujourd'hui à cause de ce manque d'eau. Cette région-là, grâce à notre travail de conservation de l'eau, est particulièrement épargnée, mais toujours on a une perte d'arbres plus importante. Ce qui est génial avec Sadhana Forest, c'est que ce projet n'est pas juste un projet en Inde, c'est un projet de reforestation qui existe aussi au Kenya et qui existe aussi en Haïti, avec toujours cette volonté de faire pousser des arbres pour pouvoir ramener des fruits, des légumes, conserver de l'eau, ramener des animaux et les villageois, éduquer les villageois à comprendre pourquoi il est important de garder sa nature, de conserver ses arbres.
Et c'était hyper intéressant d'être au cœur du projet et d'être avec Aviram et son équipe et de comprendre comment ça fonctionnait. Concernant la gestion de l'eau, d'ailleurs, dans les images qui vont suivre, Tito va nous expliquer comment l'eau est gérée à Sadhana Forest. Et alors pour te raconter mon expérience, c'était hyper intéressant parce que il faisait très chaud. Mais quand je dis très chaud, 48 degrés. C'était en pleine saison de chaleur, j'étais pas dans la bonne saison en Inde, pour moi c'était la meilleure, mais pour les gens c'était pas la bonne saison. Et en fait, le problème qu'il y avait en ce moment-là, c'est que normalement il devait y avoir des moussons. Donc la mousson c'est quand l'eau tombe, la meuf ça ne veut rien dire. La mousson c'est quand il pleut. La mousson c'est quand il pleut, sauf qu'en fait il n'y a pas eu de mousson. Et il y a eu je crois 3 jours de pluie au lieu de 40 jours de pluie, donc il faisait vraiment chaud et très aride. Et en fait à Sadhana Forest, tout est étudié pour conserver l'eau, que ce soit l'eau pour les arbres, mais l'eau pour les humains. C'est hyper intéressant. J'ai appris des choses que je n'avais jamais vues ailleurs et j'ai appris à comprendre la valeur de l'eau. L'eau c'est important, mais nous les Européens on n'en a pas conscience parce qu'en fait on ouvre un robinet, on a de l'eau. À Sadhana Forest, une personne, je crois, consomme à peu près un petit seau d'eau par jour, que ce soit la douche, se brosser les dents, se laver les mains, se rafraîchir, boire. L'eau est importante. Boire de l'eau, c'est pas un acte anodin parce que quand on boit de l'eau, c'est de l'eau qu'on a dû filtrer avant parce qu'on ne peut pas boire l'eau directement. Donc ça veut dire qu'il y a une action avant. C'est de l'eau qu'on a dû puiser, qu'on a dû filtrer. Et on ne peut pas gaspiller l'eau. Moi, j'ai le réflexe souvent de boire de l'eau, de prendre de l'eau et de jeter une partie de l'eau. À Sadhana Forest, tu ne peux pas faire ça. Chaque goutte est importante. Et tu vas voir pourquoi avec Titou. Donc voici un merveilleux exemple de douche écolo. Donc si jamais on veut prendre une douche ici, on va prendre un petit seau de l'amour et du bonheur ici présent. On va aller jusqu'à la pompe à main, on va pomper de façon à le remplir et après on va devoir se le trimballer jusqu'ici. On va prendre la petite cup ici présente, la remplir d'eau et hop, on transvase. Comme vous pouvez le constater, il y a des petits trous. Et comme ça permet d'avoir une douche super éco-friendly. Juste une petite anecdote à propos de ça, c'est très facile de faire la différence entre quelqu'un qui vient d'arriver et quelqu'un qui est ici depuis un long moment. Parce que lorsque on est habitué à avoir de l'eau sur demande, la première chose que l'on fait lorsqu'on arrive avec un seau, c'est qu'on va remplir jusqu'au bord. Parce que de toute façon, si jamais on a un trou, c'est pas grave, on peut l'acheter. Les gens arrivent, remplissent le seau jusqu'au bord. Première étape, le sortir de l'évier. C'est très lourd, 20 kg d'eau pour certaines personnes. Et donc du coup, forcément, il y en a une partie qui va être renversée. Ils vont pas dans les 5 litres dans le processus. Puis après, il faut trimballer le seau jusqu'aux douches. Pareil, ça va être extrêmement long et ils vont encore perdre 5 litres d'eau dans le processus. Ce qui fait qu'à la fin, lorsqu'ils arrivent dans la douche, ils ont que 10 litres d'eau dans leur seau. Les personnes qui sont là depuis un long moment, elles prennent juste 10 litres. Comme ça, économie de temps, économie d'énergie et économie d'eau. Alors je voudrais quand même rajouter quelques trucs par rapport à la gestion de l'eau parce que comme tu sais, il me manque plein d'images, mon disque dur s'est cassé quand j'étais en Inde. À Sadhana Forest, en fait, tout est organisé pour récupérer l'eau. Et par exemple, ce que tu as vu avec le système de douche, il y a la même chose en miniature pour se laver les dents, pour se laver les mains et pour les actes du quotidien, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et très instructif. Moi ça m'a appris beaucoup, ça m'a notamment appris à gérer l'eau, tu vois, et à comprendre que bah oui, on utilise trop d'eau. Et la manière dont sont agencés les sols est aussi étudiée pour pouvoir récupérer les eaux de pluie. Tu sais, il y a des sols comme ça pour créer des piscines naturelles. C'est vraiment intéressant. Et si tu t'intéresses à la question de la conservation de l'eau, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette communauté. Ok, donc là on va parler encore un petit peu de conservation d'eau. Parce que quelque chose qu'on fait aussi tous les jours, c'est faire nos besoins. Et dans la plupart des villes et des villages à peu près partout dans le monde maintenant, on fait ça dans de l'eau potable, ce qui n'a vraiment pas de sens. Et il y a des millions de personnes dans le monde qui meurent par un manque d'eau, et surtout si on utilise de cette façon, on ne peut plus l'utiliser derrière pour un grand nombre de choses, donc c'est de l'eau qui est perdue. Uniquement 3% environ de l'eau totale sur la planète est consommable par l'homme. On ne peut vraiment pas se permettre de faire des choses comme ça. Donc ici à Sadhana Forest, nous utilisons des toilettes à compost. Elles sont un petit peu particulières car nous faisons une séparation entre l'urine et les selles pour différentes raisons. On va vous montrer les différents trous. Alors, les deux ne vont pas avoir la même utilisation. On va avoir un compost sec au niveau des matières fécales, de façon à pouvoir utiliser ça pour planter nos arbres. Ça nous fait un compost, un fertilisant de très haute qualité qui nous coûte absolument rien, puisque de toute façon nous avons besoin de traiter ces matières fécales, autant les utiliser derrière dans la forêt. Comme ça on reste dans une idée zéro waste. Lorsqu'on a fini notre histoire, on se contente de mettre de la sciure de bois
On a un volontaire qui tous les jours vient ici, qui utilise une grande tige en bois pour malaxer le tout, de façon à ce que ça s'imprègne bien. Après on va laisser reposer ça pendant 1 an à l'extérieur de Sadhana, et ça nous fait un fertilisant de très très haute qualité. Pourquoi est-ce qu'on sépare ça de l'urine? Parce que l'urine en fait va nous servir notamment à activer le charbon. Le charbon est un excellent fertilisant pour les arbres. On va laisser tremper le charbon pendant 24 heures dans un seau avec de l'urine humaine. Et ça va activer, ça va développer en fait une très grande partie des pouvoirs nutritifs du charbon. On mélange le tout avec le fertilisant homemade et ça nous fait quelque chose de très très haute qualité pour aider nos arbres à grandir et à éviter de mourir par manque de nutriments. Nous avons ici un seau rempli d'eau tous les jours avec une fameuse petite cup. La première chose que l'on fait, c'est de remplir la cup d'eau parce que c'est très 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 désagréable lorsqu'on a fini son affaire de se rendre compte que le seau est vide, ce qui peut arriver. C'est pas sympa. On choisit une main qui sera propre et qui touchera absolument tout, comme la porte, les couvercles, la cup, etc., etc. Et on va avoir une main dite sale qui servira à nettoyer notre corps. Lorsque l'on a fini notre affaire, on vient se nettoyer le corps ici, au-dessus du trou à urine. Et on utilise la cup. C'est uniquement du rinçage, la main est toujours sale. Donc ce qu'on fait, lorsqu'on a fini, juste on sort et on va se rincer les mains avec du savon à la station de lavage qui se trouve juste ici. À Sadhana Forest aussi, ce qui est important, c'est la gestion des déchets. J'ai été hyper surprise quand je suis arrivée la première fois dans le lieu dans lequel ils font tout leur recyclage. J'avais pas conscience d'à quel point tout était recyclé là-bas et à quel point le zéro déchet était important et à quel point il était intégré. Et tu sais que le zéro déchet, c'est mon délire. Et j'étais un peu comme une petite fille, tu vois, qui arrive au paradis, je me disais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ils font vraiment ça. Et là, Titou va te montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est génial parce que chaque déchet est réellement réutilisé, réellement pensé. Sadhana Forest, c'est comme une communauté qui est autonome, tu vois. Et donc, comme elle est autonome, elle n'a pas besoin du reste du monde, plus ou moins, pour pouvoir fonctionner. Mais en contrepartie, elle ne veut pas imposer ses propres déchets et problèmes au reste du monde. Donc Sadhana Forest gère ses propres déchets. Donc ici, comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, nous sommes une communauté zéro déchet. Donc zéro déchet, c'est que nous essayons vraiment de réutiliser absolument tous les déchets qu'on va être obligé de faire. Donc, nous sommes dans un monde où malheureusement le plastique est extrêmement compliqué à éviter. Donc si jamais on a du plastique, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer, on va le mettre à sécher et ensuite après on va le trier. Certains types de plastique peuvent être réutilisés. Par exemple, nous faisons les toits de nos dortoirs en Tetra Pak recyclés. Et ça nous permet d'avoir moins de déchets dans la nature, parce que l'Inde est quand même particulièrement polluée à ce niveau-là, et d'avoir quelque chose qui nous protège de la mousson et de la chaleur pendant toute la durée de l'année. En plus, ce sont des toits qui ont une durée de vie bien plus importante que les toits en feuilles de bananier classiques. C'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut aussi juste récupérer des matériaux pour en refaire de la décoration ou pour créer du matériel, des jeux pour les enfants. On va essayer de réutiliser le verre pour faire des contenants, des choses comme ça. En fait, tout ce qu'on peut réutiliser, on le réutilise. Certaines choses comme tout ce qui est classé comme unsanitary waste, tout ce qui est tampons, tout ce qui est préservatif, toutes ces choses-là qui sont vraiment à usage unique, ça on va les envoyer à la recyclerie à Auroville qui traitera les déchets. Une chose à laquelle on tient vraiment, c'est que tous les déchets que nous faisons, le peu de déchets que nous faisons, partent dans la recyclerie d'Auroville qui est de très très haute qualité, de façon à être sûr que rien ne se retrouve dans la forêt. Et de temps en temps, lorsque nous faisons des promenades dans la forêt, nous ramassons les déchets que certaines personnes peuvent laisser à l'intérieur. Ça m'arrive assez fréquemment de revenir avec un sac en plastique rempli de détritus. Car la forêt sert de lieu de pique-nique et ramener les déchets à la maison, ça fait pas encore partie des mœurs, malheureusement. Un truc qu'il y a de rigolo aussi, c'est les panneaux solaires. Alors tu vas voir dans les images qui suivent, il y a plein de panneaux solaires à Sadhana Forest et en fait c'est génial parce que ça permet de récupérer de l'électricité. Et là aussi c'est hyper intéressant parce qu'il y a une véritable gestion de l'électricité à Sadhana Forest. Pour te donner un exemple, il y a de la lumière entre une certaine heure et une certaine heure. Il y a de l'électricité pour charger ces appareils, comme par exemple les téléphones, les ordinateurs, que pendant un certain temps, c'est quelques heures par jour. Toute l'infrastructure est étudiée pour faire rentrer de la lumière et qu'on n'ait pas besoin d'énergie supplémentaire pour conserver les aliments sans avoir besoin d'énergie supplémentaire. Par exemple, il n'y a pas de frigo, il y a des placards qui sont à l'ombre, qui sont protégés du soleil, et il y a plein de choses comme ça qui ont été créées. Et quand il n'y a pas d'électricité, le truc c'est que pour faire venir de l'électricité, si mettons il fait pas beau pendant plusieurs jours, il faut pédaler et pédaler et pédaler, et il y a des vélos pour pédaler. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment le principe de communauté, on vit ensemble, on a besoin de quelque chose et si on n'a pas cette chose-là,
c'est pas un problème. Tous ensemble, on va travailler. Alors maintenant, tu sais comment fonctionne cette communauté, quels sont les grands principes de la communauté. Ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais te mettre toutes les informations par rapport à Sadhana Forest pour que tu puisses trouver les différents projets, que ce soit en Inde, en Haïti ou au... C'est quoi le pays? Au Kenya. Je vais te mettre toutes les informations. Je vais te mettre le contact d'Aviram et je vais te mettre tous les contacts que j'ai. Et comme je t'ai expliqué en début de vidéo, je te propose une deuxième vidéo où là on va véritablement parler de la vie en communauté. Qu'est-ce que c'est que la vie en communauté? Quelle a été mon expérience au sein de cette vie en communauté? Et si jamais tu veux être volontaire, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter et qu'est-ce que tu vas pouvoir recevoir en allant dans cette communauté? Voilà, j'espère que ce format vidéo te plaît. Là c'était vraiment une vidéo pour t'expliquer le projet et c'était un petit peu différent de ce que je fais parce que c'est Titou qui explique et c'est pas moi. Mais je trouvais ça intéressant parce que Titou c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui veut offrir les 5 prochaines années de sa vie à Sadhana Forest et je trouvais ça génial que ce soit lui qui explique parce que finalement c'était le mieux placé de l'histoire. J'avais des images avec le fondateur de Sadhana Forest où il expliquait l'histoire du projet et la philosophie du projet. Mais mon problème c'est que, comme tu sais, j'ai perdu toutes mes images quand j'étais en Inde, j'ai cassé mon disque dur et donc j'ai plein de vidéos qui ont disparu dans celle-là. Mais je pense que Titou transmet très bien les informations, explique très bien. Et si toutefois tu as des questions sur le projet en lui-même, surtout n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et moi j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, je t'embrasse très fort, je t'envoie tout mon amour et j'espère de tout mon cœur que ça t'a donné envie d'y aller parce que c'est absolument génial. Mais je sais que si ça t'a pas encore donné envie d'y aller, la seconde vidéo qui arrive va forcément te donner envie parce que là, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que ça.